Le riz est la céréale la plus consommée au monde. Elle nourrit chaque jour plus de 3 milliards d'êtres humains. Aucune autre culture ne subvient aux besoins d'autant d'individus et n'est aussi cruciale pour les pays pauvres. Mais au printemps 2008, les prix de tous les produits alimentaires flambent et celui du riz est multiplié par 6 en quelques mois. C'est du jamais vu. Des manifestations éclatent dans une quarantaine de pays parmi les plus pauvres du globe. On parle d'émeutes de la faim. Pénurie, famine. Ces mots, martelés à l'infini par les radios et les télévisions du monde entier, créent une véritable psychose. On finit par croire que l'approvisionnement en riz, la céréale qui conditionne la sécurité alimentaire mondiale, n'est plus garanti. Alors que s'est-il réellement passé au printemps 2008 dans ce marché du riz qui nourrit un être humain sur 2? Qui a provoqué cette panique? Qui en a bénéficié? Quelles leçons ont été tirées de cette crise et pour quelles décisions? C'est en reconstituant la très discrète filière mondiale du riz que l'on peut répondre à ces questions. Le petit grain blanc fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. L'Afrique a été l'une des principales victimes de cette crise, car elle importe l'essentiel du riz qu'elle consomme. C'est ce qui l'a rendue si vulnérable à l'explosion des prix. Au Sénégal, où en 40 ans, la consommation de riz a été multipliée par 10, le riz d'importation est partout. Cette habitude de consommer du riz n'est pas un hasard. Ici, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la marmite de riz est avant tout une histoire française. Voici le riz dont nous produisons assez pour que les jaunes mangent à leur faim ce grain qui est leur pain quotidien. Assez pour que les ventes à l'étranger de cette céréale aient représenté en 1939 près d'1 milliard de francs. Le riz a été importé ici, a été amené ici par la France au 19e siècle. Parce que les Français cultivaient du riz en Cochinchine, ce qu'on appelle la Cochinchine, qui était la première colonie avec le Sénégal, colonie française. Alors, où vendre le riz? Au Sénégal. Ils l'ont amené au Sénégal et c'est ça qui nous a habitués au riz. De produits coloniaux, prêts à être embarqués, huile, coton. On a poussé les populations à consommer des riz et pour payer, il n'y avait que l'arachide, on a désherbé, on a coupé les arbres, on a dévasté le pays, rien que pour produire de l'arachide envoyé à Bordeaux, de façon à avoir de l'argent pour payer l'importation de riz. L'empire colonial français a disparu, mais le système est resté. L'Afrique peut-elle produire du riz? Contrairement aux idées reçues, les rizières font partie du paysage africain. La culture du riz en Afrique remonte même à 1500 ans avant Jésus-Christ, dans le delta du fleuve Niger. Mais ce riz n'intéresse que les paysans qui le cultivent. Privé de subventions et de machines, le riz africain est plus cher que celui qui vient d'Asie. Il n'est donc pas compétitif. Comment pourrait-il en être autrement quand les grandes institutions internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le FMI, ont toujours poussé les pays africains à importer leur riz? Ça marche tant que les prix mondiaux sont bas, tant que les exportateurs sont prêts à se battre à l'exportation, sont prêts à donner des crédits, à faire de l'aide alimentaire, etc.
Et puis le jour, et ça se passe à partir de 2007, où on est dans une situation de déficit mondial, le jour où les prix flambent, il n'y a plus personne pour vous aider. C'est ce qui se passe au printemps 2008. Mais qui sont alors ces exportateurs? Le riz est aussi une industrie. Un flux ininterrompu alimente le marché mondial. Ces millions de sacs de riz suivent un parcours précis, défini par les grands acteurs de la filière, ceux qui font le marché. Ce marché qui a perdu la tête au printemps 2008. Alors, où commence la filière? Si l'Asie est bien le principal producteur de riz dans le monde, peu de pays sont en mesure d'exporter. La Thaïlande est aujourd'hui le premier exportateur mondial de riz. C'est dans la plaine centrale de Suphanburi qu'est produit le riz thaï destiné à l'exportation. Chez Nippon Insawang, on cultive le riz de génération en génération. Mais aujourd'hui, le travail n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il avait connu enfant. Avant, le travail était plus dur. On dépendait beaucoup de la nature et de nous-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, on a des outils et des machines qui nous facilitent la vie. Maintenant, la force physique compte moins. C'est moderne. Avant, on marchait à pied ensemble et c'était bien, c'était amusant. Maintenant, c'est devenu plus individualiste. Il y a la moto, ce n'est pas comparable. Changement d'époque. Ici comme ailleurs, place au rendement. Il y a encore quelques années, pour récolter un hectare, il fallait une soixantaine d'ouvriers agricoles. 8 suffisent aujourd'hui. Nippon embauche les ouvriers le temps de la récolte et loue quelques heures la moissonneuse qui part ensuite chez le riziculteur voisin. Comme la plupart des riziculteurs thaïlandais, Nippon Insawang fait 2 à 3 récoltes par an. Aucune autre culture ne permet un tel rendement. Cette efficacité permet à la Thaïlande d'exporter environ 10 millions de tonnes. Autrement dit, la moitié de ce qu'elle produit. Pour autant, ce ne sont pas les paysans thaïs qui font le marché. Les grands exportateurs sont à Bangkok. Bien des affaires se sont montées dans les rues encombrées du quartier chinois de Bangkok, où sans faire de bruit, de petits négociants sont devenus les maîtres du riz. Chaque mercredi, depuis 90 ans, les grands exportateurs thaïs se retrouvent pour déjeuner au siège de leur association. Tous, sans exception, sont issus de la communauté chinoise de Bangkok. Vous savez, ma famille est dans l'industrie du riz depuis très longtemps, depuis la génération de mon grand-père. Déjà à l'époque, mon grand-père spéculait sur le prix du riz. Pour savoir quand il fallait acheter et quand il fallait vendre, il observait le niveau du fleuve. Si le niveau était haut, alors le prix baisserait et vice-versa. Pendant plusieurs décennies, il a très bien gagné sa vie en observant simplement le niveau du fleuve. Du temps de mon père, on écoutait la radio pour avoir des informations sur les moussons. Si les pluies étaient abondantes, le prix baisserait, et dans le cas contraire, le prix serait élevé. Ma génération essaie aussi de comprendre ce qui fait fluctuer les prix. Ce n'est pas facile de deviner, mais on essaie toujours. Après le traditionnel repas, les exportateurs mettent les informations dont ils disposent sur la table.
Volume exporté et prix négociés au cours de la semaine écoulée leur permettent d'établir un cours du riz. C'est un prix indicatif, mais qui a valeur de référence mondiale et que va suivre attentivement un autre acteur du marché, l'importateur africain. Retour au Sénégal, sur le port de Dakar. Il y a encore quelques années, l'État était l'unique importateur. Il était le seul à pouvoir acheter des cargos de riz. Au passage, ministres et hauts fonctionnaires corrompus se servaient. Ce monopole a été démantelé et aujourd'hui, ce sont des importateurs privés qui ont pris le relais. Moustapha Tall est l'un d'entre eux, une figure à Dakar. Moi, je suis venu ici à Dakar en 80 et je suis parvenu à ouvrir mon magasin en 83. J'ai traîné pendant 3 ans ici pour obtenir un magasin parce qu'on demandait les pas de porte. Et moi, je n'avais pas d'argent pour payer ces pas de porte et avoir un fonds pour rouler. Ce n'était même pas un magasin, c'était 2 chambres collées et on a enlevé le mur qui les séparait et on a ouvert la porte de sur la rue. C'est comme ça que j'ai obtenu mon premier magasin qui n'avait même pas de toilettes ni rien du tout. Ça va? Je suis parti de rien. Personne ne m'a aidé. Monsieur Moustapha Tall, l'État doit l'aider beaucoup. Parce que s'il reçoit des aides pour l'État, ce ne sera pas pour lui, mais ce sera pour la population. Les plus démunis. Les plus démunis. Des importateurs africains forts de leur personnalité et des exportateurs sino-thaïlandais forts de leur histoire. Le commerce du riz pourrait fonctionner ainsi, mais il y a un troisième acteur, celui qui fait l'intermédiaire entre les deux mondes. Le grand négoce international et ses traders, ceux que l'on accuse souvent de tous les maux, de toutes les spéculations, de toutes les dérives. Confortant cette réputation, ces multinationales inconnues du grand public et installées pour la plupart à Genève recherchent la discrétion à tout prix. Le numéro 1, le français Louis Dreyfus, se fond dans le décor, communique le moins possible et refuse toute caméra. Certaines sociétés de négoce acceptent cependant de parler de leur activité. Je pense souvent que les traders, pas seulement de riz d'ailleurs, mais en matière première de façon générale, sont des gens qui travaillent dans des milieux un peu opaques, avec de grandes sommes d'argent en jeu et d'énormes bénéfices, ce qui n'est, en tout cas dans le cas du riz, pas nécessairement le cas. Je pense simplement qu'on sert de relais entre des gens qui produisent, des gens qui ont besoin de consommer et des gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire les banques. Donc on est au milieu du système. Un banquier suisse ne peut pas prêter de l'argent à un Malien pour acheter du riz au Pakistan. Il ne peut pas non plus prêter de l'argent au Pakistan pour aller vendre du riz au Mali. Donc il le prête à une société qui est près de lui, qui est proche de lui, culturellement, avec la même appréhension des affaires. Et donc on est un intermédiaire pour l'instant obligé. Yes. Yeah, so in that case, your bank needs to contact my bank. Donc les gens qui travaillent le riz s'intéressent à un produit physique. On ne travaille pas du papier, on ne travaille pas des documents. On achète un produit physique et on vend un produit physique. Parce que c'est pas ce que tu as écrit. Tous les intervenants sur ce marché sont des gens qui connaissent le produit physique. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça dans le riz sans le connaître. Vous ne pouvez pas spéculer dans le riz si vous êtes un fonds de pension aux États-Unis. C'est absolument impossible. Donc c'est un métier de connaisseur. Le commerce du riz se fait donc à l'ancienne, de gré à gré, en échappant aux grands boursicoteurs. L'exportateur de Bangkok, l'importateur sénégalais, le négociant de Genève. Le trio est cette fois au complet. Les affaires fonctionnent principalement entre ces trois acteurs.
temps, le marché du riz a été un long fleuve tranquille. Le prix de la tonne évoluait autour de 200 €, ce qui permettait aux plus pauvres d'acheter un riz bon marché, c'est-à-dire environ 20 € pour un sac de riz de 50 kg. Tout aurait pu continuer ainsi, mais la machine va s'enrayer. Les premiers signes de la crise du riz apparaissent. À partir de l'automne 2007, on a commencé à voir que certaines récoltes, notamment thaïlandaises, prenaient du retard. Il y avait aussi une situation de déficit en termes de récolte dans un certain nombre de pays, notamment les Philippines et aussi en Afrique de l'Ouest. La météo s'en mêle. Inondations en Inde, sécheresse au Vietnam. Les récoltes ne s'annoncent pas très bonnes. Certains pays exportateurs, qui craignent de manquer de riz pour leur propre population, cessent d'exporter. Sur le marché mondial, le petit grain blanc devient rare. On a été en Égypte, on a été en Inde, on a été au Cambodge, on a été au Vietnam, on a été en Thaïlande, partout. Mais il n'y en avait pas. Ce qui a commencé quelque part avec un problème logistique a fini avec une psychose et une panique dans le marché parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas acheter de riz. Le marché mondial est paralysé et c'est un pays asiatique dont personne ne parle qui va porter la crise à son paroxysme. Les Philippines. En un demi-siècle, la population des Philippines a quadruplé. Il y a aujourd'hui 90 millions de Philippins, dont 15 millions dans la grande métropole de Manille. Ici, le riz est l'aliment de base de toute la population. Une grande partie des Philippins vit en dessous du seuil de pauvreté et consacre donc le gros de ses revenus à acheter du riz. Dans ce pays, l'équation est simple. Si le riz vient à manquer ou si le prix s'envole, c'est la révolte. Le gouvernement le sait et veille à approvisionner les marchés. Les Philippines sont de gros producteurs de riz. Il y a 4 millions d'hectares de rizières avec un très bon rendement à l'hectare. Mais officiellement, ce n'est pas suffisant pour nourrir la population et au cours des 10 dernières années, les importations de riz aux Philippines ont triplé. À quelques 200 km de Manille, Jaime Tadeo cultive ses rizières. Jimmy, comme on l'appelle ici, est surtout à la tête du Conseil national des producteurs de riz. Avant, nous importions par intermittence. Mais maintenant, nous importons 1,5 million de tonnes supplémentaires. Nous sommes les plus grands importateurs de riz dans le monde. On est devant le Nigeria. Vous vous rendez compte? C'est paradoxal pour un pays agricole comme le nôtre. Paradoxal ou pas, le gouvernement philippin, en ce printemps 2008, veut importer encore plus de riz que d'habitude. Sur le marché, entre traders, on parle de 2,5 millions de tonnes. Un volume qui, à ce moment-là, provoque la panique sur le marché mondial. Nous sommes fatigués. Tout est cher. Toute la population est fatiguée. Le riz, trop cher, kilo 550, 500. On nous a mis dans la tête pendant des semaines et des semaines qu'il n'y aurait plus de marchandises, qu'il n'y aurait plus, que la production était mauvaise et que la demande allait exploser. Bilan 5 morts en une semaine, plus de 60 blessés et un pays encore plus sinistré. On devrait être informé, mais on s'est tous laissé guider par cette image qui était de dire il n'y aura pas assez de riz, il n'y aura pas de riz en Afrique, l'Afrique va mourir de faim. Des enfants aux jambes bien trop maigres et au regard perdu. La malnutrition a été quasiment banalisée dans les campagnes, mais aujourd'hui, c'est la famine qui se profile à l'horizon. Simple rumeur ou terrible réalité? Ce qui est certain, c'est que les prix du riz continuent de flamber. Ils passent de 200 à 500 € la tonne en 4 mois. Mais pour se procurer du riz,
les Philippines sont prêtes à n'importe quelle surenchère. Le plus haut prix payé, à ma connaissance, c'était sur le dernier appel d'offres philippin, où ils avaient payé 1200 $ la tonne pour du riz. À quelques pas des bidonvilles de Manille, dans les quartiers d'affaires, se cache la face la plus secrète du commerce du riz, celle des accords entre gouvernements. Comme le riz est une commodité politique, c'est très facile à vraiment contrôler ce pays. Parce que le riz, c'est la nourriture émotionnelle et la nourriture physique des Philippins. On est basé, c'est une économie, et un pays, une culture basée au riz. Contrairement au Sénégal, l'État philippin détient encore le monopole sur les importations de riz. Il est le seul juge des besoins du pays. Les sacs de riz déchargés au port de Manille sont estampillés du logo de l'agence gouvernementale NFA, National Food Authority, autrement dit l'État. En ce printemps 2008, les cargos se succèdent au port de Manille. Nous avons fait 4 appels d'offres l'année dernière, en décembre, en février, puis mars et avril. Nos appels d'offres sont très transparents. Nous les annonçons pour que tout le monde puisse participer. Voilà comment nous procédons. Pourquoi le gouvernement philippin a-t-il importé une telle quantité de riz au prix fort? La peur panique d'en manquer n'est pas l'unique explication. Il y en a une autre, moins avouable. C'est l'importance des commissions que les négociateurs recevraient au passage. Quand vous importez, les exportateurs du Vietnam et de la Thaïlande donnent une commission aux négociateurs de riz philippins. Le riz coûtait 260 $ la tonne sur le marché international et il est monté à 1000 $ à cause de la crise du riz. Quand on est entre 260 $ et 500 $ la tonne, la commission varie de 20 à 30 $ par tonne. Mais quand les prix passent à 700 ou 1000 $ la tonne, la commission tourne autour de 50 à 100 $ par tonne. Un accord de gouvernement à gouvernement a été passé entre les Philippines et le Vietnam pour un achat de 600 000 tonnes de riz à plus de 1000 $ la tonne, avec à la clé de très confortables commissions de plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est contrôlé par le mari de Mme Arroyo, de notre président. C'est lui qui fait les commissions. Et c'est lui qui pousse l'importation avec le secrétaire d'agriculture, M. Yap. Tout le monde le sait, que M. Yap est la main droite du mari du président. Et tout le monde le sait, mais c'est pas très facile à prouver parce qu'on n'a pas d'accès au contrat et au contrat de gouvernement à gouvernement. Par exemple, Philippines-Vietnam, Philippines-Inde, Philippines-Thaïlande. C'est entre eux et tous les documents sont nettoyés peut-être par le ministre de l'Agriculture. Nous n'avons pas invité que les Vietnamiens. Nous avons invité 7 autres pays. Nous leur avons écrit. Nous avons écrit à la Thaïlande, au Vietnam, à la Chine, aux USA, au Pakistan, à l'Indonésie, à la Corée du Sud et au Japon. Nous leur avons écrit de gouvernement à gouvernement. Il n'y avait pas que le Vietnam. Mais l'accord a été passé avec le Vietnam. Oui, parce qu'ils ont offert un bon prix. Les autres pays n'étaient pas intéressés. Nous faisons donc tout cela de façon très transparente et en suivant les règles.
Vous pensez que M. Navarro touche de l'argent? Peut-être, peut-être pas. Ce que je sais sur l'importation, c'est qu'outre l'accord passé de gouvernement à gouvernement, il y a ce qu'on appelle une commission qui est donnée aux pays qui importent. Commission being given to importing countries. And there are lots of talks that et on dit que la présidente et son mari seraient impliqués dans des transactions de riz illégales, ici, dans notre pays. Anomalous transaction here in our country. Vous avez un système de dirigeants qui, d'une façon ou d'une autre, essayent d'accaparer des rentes à travers certains monopoles. C'est ça qui produit ce mauvais fonctionnement de l'économie. Les Philippines, de ce point de vue-là, c'est un pays, entre guillemets, relativement exemplaire. C'est vrai que le degré de corruption, le degré de la liaison qui existe entre l'élite politique et l'élite économique est absolument considérable. Les Philippines ne sont pas les seuls responsables de la tourmente qui s'est abattue sur le marché mondial du riz au printemps 2008. Le premier exportateur mondial, la Thaïlande, n'a pas hésité à jouer le jeu de la spéculation. Alors que tout le monde cherchait du riz sur le marché, les nouvelles récoltes arrivées dans les entrepôts s'annonçaient plutôt bonnes. Pour s'assurer un bon prix, de nombreux paysans ont alors choisi de vendre leur riz au gouvernement. Au plus fort de la crise, les stocks gouvernementaux sont pleins. La logique aurait voulu que ces millions de tonnes de riz soient vendues pour alimenter le marché. En avril, le prix a atteint 1 100 $ la tonne. Là, nous aurions dû exporter autant que possible, quel que soit le niveau des stocks, parce que le prix était vraiment très élevé. Mais le gouvernement a tout gardé dans ses entrepôts et a refusé de vendre, par peur que le prix baisse. Et ça, ce n'est pas jouer le jeu de l'offre et de la demande. Retour au Sénégal. Face à la rareté de la marchandise et à l'explosion des prix, le gouvernement est obligé d'intervenir. Il subventionne le riz importé pour limiter la hausse du prix. De l'importateur au petit commerçant en passant par le grossiste, tout le monde fait ses comptes. Il fut un moment avec 20 millions, tu pouvais avoir facilement... avec 20 millions, tu pourrais avoir combien? Divisé par 260 000, tu pourrais avoir 80 tonnes de riz. Et présentement, avec 20 millions, on peut avoir que combien? 2 millions divisé par 50 tonnes. Il y a une différence de 30 tonnes à la chaîne. Je te dis que, et je te le répète, quel que soit le prix que j'achète, je mets 5 000 francs de marge. Tu sais qu'au Sénégal, le prix du riz est homologué. On n'a pas le droit de mettre une grosse marge sur le riz. Si j'achète le riz à 400 000, je mets 405 000. Si j'achète ça à 300 000, je mets 305 000. Peut-être qu'il y aura spéculation s'il y a une rupture de riz, mais présentement, il n'y aura pas de spéculation. Le mois de mars ou d'avril 2008, est-ce qu'il y a eu rupture? Est-ce qu'il y a eu pénurie de riz? Si. Il y en avait. Et là, est-ce qu'il y a eu spéculation? Il paraît qu'il y en avait, mais moi je n'ai pas spéculé. T'as pas spéculé? Non. Toi, t'es le gentil? Stop. Malgré les subventions, les prix restent élevés. Pour le président Wade, les importateurs ne jouent pas le jeu et ne cherchent que le profit.
Cette importation est libre. Vous savez combien de personnes importent du riz au Sénégal? 3 ou 4. 5, dont 1 ou 2 qui sont les gros. Ça s'appelle un oligopole, ça s'appelle un monopole. L'oligopole, c'est le monopole. Alors on va les laisser faire la loi du marché. Alors ceux-là, on leur dit non. Nous ne pouvons pas accepter ça. Les importateurs renvoient la balle. Pour eux, c'est du côté des traders qu'il faut aller voir. Eux aussi, ils spéculaient un peu. Ils achetaient, mais ils ne vendaient pas. Ils essayaient de tirer, comme c'est un marché qui flambait. Tous ces gens-là cherchaient un peu le profit. Le producteur thaïlandais a spéculé, l'exportateur thaïlandais a spéculé, le trader a spéculé, l'armateur a spéculé, puisque les taux de fret ont beaucoup monté, l'importateur africain a spéculé, le grossiste, le demi-grossiste, toute la chaîne qui travaille le riz a spéculé un petit peu. C'est ça qui explique cette hausse du marché. Donc vous avez spéculé? Donc nous, on a moins spéculé que d'autres. Vous avez quand même spéculé? On a beaucoup moins spéculé que d'autres. La pénurie du printemps 2008 n'aura été qu'une fable, mais elle pose des questions politiques fondamentales. Changement de ton en juin 2008. Le sommet de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, se transforme en réunion d'urgence. Les grands de ce monde font cette fois le déplacement. L'agriculture, dont plus personne ne parlait dans les stratégies de développement, redevient une priorité. Mais les promesses et les engagements financiers tardent à se concrétiser. À Dakar, ébranlé par la crise, le président Wade improvise une politique de développement agricole avec un objectif, l'autosuffisance alimentaire, pour que les Sénégalais n'aient plus à dépendre du riz d'importation. Le programme porte un nom, la Grande Offensive agricole pour la nourriture et l'abondance. Mais le sigle est plus vendeur. Ce sera la Goana. J'ai voulu briser donc ce carcan du riz et j'ai lancé donc la Goana. Je l'ai lancé donc au mois d'avril pour une valeur de près de 840 millions de dollars, ce qui est beaucoup d'argent alors que ce n'était même pas au budget. En moins de 6 ans, nous allons réussir l'indépendance en ce qui concerne le riz. La vallée du fleuve Sénégal est à 4 heures de route de Dakar. C'est là que le président Wade compte faire exploser la production de riz avec la miraculeuse Goana. Dans la vallée du Sénégal, on cultive du riz depuis toujours, mais sans parvenir à être compétitif sur le marché. À force d'importation, les Sénégalais avaient fini par oublier qu'ils avaient eux aussi leur riziculture. Ici, c'est un périmètre de 32 hectares. Si j'avais une moissonneuse, j'aurais peut-être fini en 1 ou 2 jours. Mais la récolte, là, et le battage, ça peut durer jusqu'à 2 mois. Le président a donné des tracteurs, de l'engrais, il a subventionné. Il a donné des batteuses. Mais pour les moissonneuses, c'est tombé dans les mains des intermédiaires. Ce n'est pas arrivé à la base. Actuellement, tous les producteurs sont en train de faire le tour pour voir les tenants et les aboutissants de cette affaire et puis pour réagir en conséquence. Bien que les moissonneuses se soient mystérieusement égarées, la production a augmenté. Mais à quoi bon? Il ne suffit pas de produire le riz, il faut aussi pouvoir le vendre. Or, les réseaux de distribution sont quasi inexistants.
Au fin fond de la vallée du Sénégal, à 2 pas de la frontière avec la Mauritanie, Rosso Sénégal a des airs de bout du monde. Le riz est partout dans les rues. En l'absence d'industrie, le décortiquage du riz, principale activité de la ville, obéit au règne de la débrouille. Pour en sortir, les transformateurs se sont regroupés en associations, mais leur constat est sans appel. On ne peut pas le vendre au Sénégal. On est obligé actuellement de l'amener de l'autre côté, en Mauritanie, pour pouvoir l'écouler. Si tu as de petits moyens financiers, tu prends du riz, tu décortiques et tu n'as pas là où revendre, tu es obligé de chercher là où vendre le riz. Le Sénégal ne vient pas chercher le riz, on est obligé de l'amener de l'autre côté, en Mauritanie, pour pouvoir l'écouler. Problème de production, de commercialisation, d'infrastructure, c'est toute une filière qu'il faut construire et rendre compétitive. Faute de quoi, l'autosuffisance en riz promis par la Goana ne sera qu'une illusion. À Bangkok, qui se souvient de la crise? Les affaires ont repris leur cours normal. Au ministère du Commerce, un gros stock de riz est mis aux enchères. 2,5 millions de tonnes qui auraient permis d'éviter bien des problèmes s'il avait été vendu au moment de la crise. Comme toujours, c'est le ministre du Commerce en personne qui vient présider la vente. Cette vente est très importante parce que nous avons de gros stocks de riz et que nous arrivons à la saison de la nouvelle récolte. Donc il faut libérer les silos. 8 millions de tonnes de riz vont arriver. C'est donc un bon timing pour le commerce. Autour de la table, les représentants des grands exportateurs thaïlandais viennent de remettre leurs propositions d'achat. En apparence, tout est clair, mais les ententes entre gouvernement et exportateurs sont régulièrement dénoncées dans les médias. Ces accusations ne parviennent pourtant pas à ébranler le système. Les traders sont de retour à Bangkok. Dans les dîners d'affaires avec les exportateurs, un pays revient dans les conversations parce qu'il a de bonnes récoltes et qu'il pourrait importer de moins en moins de riz. Et ce pays est africain, c'est le Mali. Direction le Mali, à 240 km au nord-est de Bamako. Ségou, sur les rives du grand fleuve Niger. Toute la vie s'organise ici autour des précieuses ressources en eau du fleuve Niger. Un fleuve qui traverse le pays sur 1700 km et permet aux Maliens de cultiver du riz. La crise du printemps 2008 est passée par là, et la filière jusqu'ici peu soutenue devient une priorité du gouvernement. Pour nous, en tant que pays, comme le Mali, qui a des superficies rizicultivables aussi importantes, ne pouvait qu'envisager une réponse que nous appelons, disons, structurelle. Parce que dans toute crise, il y a les aspects négatifs, mais il y a aussi les fenêtres d'opportunité. Un pays comme le Mali, avec le président Touré, a toujours considéré depuis quelques années que son avenir, c'est être véritablement un grand pays producteur de céréales. C'est une première. Le Mali annonce qu'il peut désormais se passer du riz d'importation. Il serait autosuffisant et capable d'exporter vers les autres pays de l'Ouest africain. Pour conforter sa position de grand pays producteur de riz, le Mali compte aussi sur une nouvelle semence. Les chercheurs du Centre du riz pour l'Afrique ont relevé un véritable défi. Créer une variété de riz pluvial qui n'a besoin que de l'eau de la saison des pluies, résistant aux contraintes climatiques et à haut rendement.
Ce nouveau riz s'appelle Nerica, New Rice for Africa. En 2009, les récoltes sont meilleures et c'est en grande partie grâce au Nerica. Pourtant, ni les efforts des riziculteurs dans la vallée du Niger, ni les prouesses des chercheurs, ni les discours des politiques ne suffisent à changer la réalité malienne. La réalité malienne, c'est aussi le village de Samanko, à 2 pas de la capitale. Le problème majeur, c'est la nourriture, vraiment. Souvent, il y a des familles qui ne mangent pas dans la journée à cause d'argent pour acheter le riz. Parce qu'on n'a pas les moyens. Les vieux demandent que si on pouvait avoir la possibilité de cultiver les riz, les rigas ici. Il y a la terre, mais il n'y a pas de fumier, on n'a pas les moyens de labourer, il y a beaucoup de choses. Si on peut avoir un moyen pour cultiver ça, ça leur plaît. Qui vous a parlé du riz Nerica? Parce qu'on a vu ça dans les villages environnants et dans la télévision aussi. Donc vous avez vu qu'il y a des villages environnants qui cultivent le riz Nerica? Oui, oui. Et ça marche bien? Oui, ça marche. Bien des choses pourraient marcher au Mali, et la crise du riz a finalement redonné de l'espoir aux riziculteurs. Mais il faudra du temps, de l'argent et une véritable volonté politique pour que les stratégies de développement promises deviennent une réalité pour les Maliens. Mais ce qui intéresse avant tout le gouvernement, c'est d'annoncer haut et fort que la production est en hausse. La culture du riz, aujourd'hui, nous donne 1 623 000 tonnes de riz paddy pour 1 million et quelques mille tonnes de riz marchand. Ce qui couvre dans la consommation nationale. À Bamako, les annonces du gouvernement sont souvent jugées fantaisistes. Ce qui est certain, c'est qu'au Grand Grenier du Bonheur, chez le plus grand importateur de Bamako, les sacs qui s'amoncellent viennent de Thaïlande. En dépit de son optimisme de façade, le gouvernement malien a donné son feu vert aux importations. Pour le moment, je lançais la commande, moi c'est déjà à 48 000 tonnes. Donc si cela suffit, tant mieux. Si cela ne suffit pas, on peut lancer encore d'autres commandes à venir. Le Mali se veut le précurseur d'une révolution agricole à l'africaine. Mais on ne change pas la donne en quelques mois. Vu de Bangkok, les projets africains d'autosuffisance en riz laissent songeurs les exportateurs. Je crois que l'Afrique a le potentiel de devenir autosuffisante en riz. Mais avoir le potentiel ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir y arriver facilement. Par ailleurs, j'ai également appris que les Africains n'aiment pas travailler dans l'eau. Ils y attrapent une maladie, la bilharziose, qui attaque les reins. Donc beaucoup d'Africains ne veulent pas trop approcher de l'eau. Il n'y a qu'à voir, les Africains sont souvent assez forts physiquement, mais il n'y a pas de champion olympique de natation chez eux. Ils n'aiment vraiment pas l'eau. Et c'est peut-être ce facteur culturel qui empêche les Africains de produire du riz. Mais bon, ce n'est que mon avis. La crise du printemps 2008 a fait peur. Pour sécuriser leur approvisionnement alimentaire, de nombreux pays riches achètent ou louent des terres dans des pays pauvres. De grands groupes privés participent aussi à ce monopoly. Au Laos, au Cambodge ou en Afrique, des millions d'hectares changent de main. Est-ce un hasard si le Mali est aussi dans le collimateur des investisseurs ?
Sûrement pas. Depuis l'époque de la colonie française, qui baptisa cette région Office du Niger, tous les dirigeants ont rêvé de faire de cette immense étendue de terre le grenier à riz d'Afrique de l'Ouest. Le rêve ne s'est pas transformé en réalité. À peine 10% des terres sont aménagées et l'Office attend toujours son développement. C'est la Libye qui va désormais s'en charger. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut ouvrir l'Office du Niger aux investisseurs privés, à ceux qui veulent s'investir dans l'agriculture, qui en ont les moyens. Confiés à une entreprise chinoise pour le compte de la Libye, de gigantesques travaux ont commencé. C'est un projet urgent. C'est financé par le gouvernement libyen. 100 000 hectares, peut-être vous avez vu, 100 000 hectares. Pour ce qui est des 100 000 hectares des Libyens, ça c'est un aménagement privé. Ils vont aménager et produire du riz pour pouvoir l'exporter probablement chez eux. L'Office du Niger, c'est plus d'1 million d'hectares de potentiel, sur lequel on a encore un peu moins de 100 000 hectares aménagés. Par conséquent, les 100 000 hectares aménagés vont amener cette société libyenne à d'abord aménager des infrastructures de transport, ce qui améliore la capacité de l'Office du Niger. Ça nous rapporte en équipement, ça nous rapporte en production, mais ce n'est pas une nécessité pour nous de consommer le riz qui va être produit là-bas, par exemple. Les 100 000 hectares là, c'est pour les grands investisseurs. Nous, les petites exploitations familiales n'auront même pas un mètre carré. Ça, ils vont dire ça à des gros investisseurs. Donc peut-être nous serons des manœuvres là-dessus. Toutes familles qui se trouvent sur cette direction-là doivent être démantelées. Voilà le repère. Voilà les repères. Toutes les familles qui se trouvent sur cet alignement-là doivent être démantelées. Je suis riziculteur, enseignant à la fois. Nous sommes là pendant plus de 50 ans. S'il faut vraiment aller ailleurs encore, vraiment, ce n'est pas de notre goût. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils n'ont rien dit. Ils ont juste fait une marque. Oui, oui. Bon, moi, je n'ai pas réagi. Est-ce qu'un pauvre peut réagir? Qu'est-ce qu'un pauvre peut faire pour ça? Il est impossible de connaître les clauses exactes de l'accord entre les gouvernements maliens et libyens. D'autres projets d'acquisition de terres, avec notamment des capitaux saoudiens, sont aujourd'hui en cours au Mali. Est-ce que, honnêtement, le Mali ne peut pas se donner les moyens d'aménager cette terre et de donner à des Maliens? C'est une question qui se pose. Donc, même si on les donnait à des étrangers, il peut y avoir un cahier de charges où les conditions doivent être définies. C'est une nouvelle forme de colonisation à laquelle il faut bien réfléchir. Peut-être que ceux qui ont pris la décision ont des bonnes raisons de la prendre. Mais il faut penser aux générations futures et savoir bien négocier ces questions-là. L'avenir pour les générations futures se conjugue avec une donnée incontournable. En 2050, il faudra nourrir plus de 9 milliards d'habitants. Pour y faire face, la production de riz doit augmenter, mais ce ne sera peut-être pas suffisant.
Les solutions passent aussi par la recherche scientifique et ne se résument pas aux OGM. Ironie de l'histoire, c'est aux Philippines que 1300 chercheurs mettent au point les réponses aux défis alimentaires du XXIe siècle. À 2 heures de route de Manille, l'IRI est le plus grand centre de recherche au monde sur le riz. Les chercheurs ont recensé 109 000 variétés de riz, dont certaines ancestrales. Toutes ont des caractéristiques différentes qui pourraient un jour nous être d'un grand secours. La mémoire des riz du monde est aujourd'hui soigneusement conservée à l'IRI, dans des chambres froides, protégées des risques sismiques. Ultime sauvegarde de cette précieuse denrée qui passe entre des mains irresponsables et corrompues. Ceux qui ont fait main basse sur le riz et pour lesquels les crises n'existent pas.